Bonjour, hello Paul. Paul Watson. Paul Watson qui vient d'arriver avec qui j'aurai le grand plaisir de m'entretenir. Oui, je pense qu'on peut, on peut effectivement se lever pour remercier Paul d'être là et pour ses plus de 50 années de combat pour le vivant. On retrouvera Paul dans une petite heure à peu près, ou peut-être une demi-heure, je ne sais pas où on en est exactement. Dans 3/4 d'heure à peu près, on fera une petite pause après ma petite intervention qui ne sera pas très longue, je vous rassure. On n'est pas trop meeting politique, ce n'est pas trop notre truc. Et je suis très heureux de pouvoir m'entretenir avec Paul, de le revoir, parce que ça fait, je sais pas, 2 ans peut-être qu'on ne s'était pas vu. Et entre-temps, il s'est passé pas mal de choses, comme vous le savez, on en parlera tout à l'heure. Plus fort! Vous avez raison, il faut toujours être plus fort. Merci d'être là aujourd'hui, parmi nous, les antispécistes. Ouais. Les anticapitalistes. Les antiracistes. Les antifascistes. Les anticolonialistes. Les antichasses. Les antinucléaires. Les anti-frontières, les anti-bassines, les anti-viandes et les anti-génocides. Alors, c'est vrai, ça fait beaucoup d'anti. On va dire qu'on voit les choses de manière négative. Alors on peut présenter les choses autrement. À la Rêve, nous sommes pour le respect des droits humains. Nous sommes pour le respect du vivant dans son intégralité. Nous sommes pour la fin de la viande. Nous sommes pour la fin de la chasse. Nous sommes pour l'abolition de la corrida et de toutes les violences faites aux animaux. Nous sommes pour la justice sociale. Nous sommes pour l'égalité de droits entre tous les individus. Nous sommes pour la solidarité entre les individus, quelle que soit leur origine, leur lieu de naissance. Nous sommes pour une démocratie réelle. Nous sommes pour une réduction du temps de travail. Évidemment, Azelma en a parlé il y a quelques minutes, mais une réduction de temps de travail pas à 32 heures, non, à 20 heures, dans un premier temps, et puis ensuite à 15 heures. Mais oui, ça paraît peut-être une utopie, mais non, en réalité c'est une proposition qui est extrêmement raisonnable. Pourquoi ? Parce que ce qui est déraisonnable, c'est de demander aux gens de travailler toujours plus, en supprimant pourquoi pas des jours fériés, alors que le travail est en train de disparaître et qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, notamment à cause du développement de l'intelligence artificielle, du développement des robots. J'ai une fan, mais elle a 7 ans et elle porte mon nom. Je t'embrasse, ma chérie. Nina. Et oui, je ramène comme ça des gens pour booster. Tout est calculé. Et le temps libre... Ça peut paraître comme ça une idée un petit peu loufoque. C'est pas du tout une idée loufoque. Elle avait été d'ailleurs prévue par des économistes comme Keynes, il y a assez longtemps déjà. Keynes, ça va, c'est pas un dangereux écologiste, radical, qui veut détruire la société. Il a dit non, mais avec les progrès du capitalisme, de toute façon, la logique voudra qu'à un moment, on aura produit suffisamment. On n'aura plus besoin de se tuer au travail. Donc, on arrivera à 15 heures de travail. Il avait prévu que ça se passerait à peu près maintenant. Bon, voilà, c'était un petit peu gouré sur l'évolution de la société, mais il avait raison, en revanche, sur le constat qu'il faisait. C'est un vieux modèle complètement dépassé que d'imaginer toujours nous parler de plein emploi, plein emploi, plein emploi. Oui, ça c'est quand on n'a pas d'imagination, quand on ne pense pas à la société. Mais ça n'est absolument pas adapté à la réalité d'aujourd'hui et aux possibilités de demain. Parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder en réalité l'intelligence artificielle et la robotisation. On peut s'en désespérer. Et il y a des raisons de s'en désespérer par moment. Et d'ailleurs, on a une table ronde qui sera consacrée à ce sujet demain matin. Parce que c'est un sujet essentiel. Et quand on est écolo, on doit s'intéresser fondamentalement à la manière dont nous, humanité, nous allons évoluer avec, pour, contre, on ne sait pas exactement ces intelligences artificielles. Mais on peut essayer peut-être aussi d'en tirer quelque chose de bénéfique. Et notamment, c'est de se dire que tout à coup, on ne travaille plus que 15 heures par semaine. Mais c'est notre vie d'humain qui change complètement.
C'est pas la fainéantise, c'est pas l'oisiveté négative comme on nous le présente des politiques en manque d'imagination. Non, c'est tout à coup du temps libéré pour s'occuper de sa famille, pour s'occuper de ses proches, pour aller travailler dans des associations, pour aller faire du sport, pour se livrer à des activités qui vont nous permettre de nous développer sur le plan culturel, intellectuel, personnel, tout simplement, pour travailler au développement de soi-même. Et puis surtout, quand on nous parle de déficit de démocratie, quel est le lien, par exemple, parce que tout est interconnecté, c'est ça l'écologie, quel est le lien entre réduire le temps de travail et améliorer la démocratie? Bien simplement que beaucoup de gens, aujourd'hui, sont écartés des processus démocratiques parce qu'ils n'ont pas le temps de s'impliquer. Vous savez toutes et tous, s'informer, s'impliquer, ça demande énormément de temps. Et quand on a travaillé 40 heures dans sa semaine, qu'on rentre chez soi, qu'on a s'occuper de sa famille, qu'on a des tâches ménagères, et ainsi de suite, on n'a souvent pas un temps énorme à la fois pour lire des journaux, à la fois pour aller se renseigner sur ce qui se passe dans sa commune, se dire, tiens, moi ça m'intéresserait d'être sur une liste, etc., pour suivre également les grands débats nationaux, qui sont parfois très techniques. Si tout à coup, vous ne travaillez plus que 15 heures ou 20 heures, allez, même 20 heures par semaine, ce temps libéré-là va vous aider à devenir des citoyens engagés et concernés. Alors que tout est fait dans le système actuellement pour que vous ne soyez pas précisément impliqués dans les décisions de ce pays. On l'a bien vu aux dernières législatives, on va en reparler dans quelques instants. Donc la réduction du temps de travail, c'est lié effectivement à la question du développement personnel, du bien-être, de l'exploitation des êtres humains, parce qu'on peut aussi libérer les êtres humains de tâches qui aujourd'hui, les robots ont permis ça, heureusement, qui sont aujourd'hui assez peu positives. Et puis ça peut permettre également d'être beaucoup plus impliqué dans la vie démocratique. Nous sommes pour des congés parentaux, évidemment, mais étendus, partagés. Partagés, parce que nous sommes féministes, évidemment. Mais étendus, ça veut dire quoi? C'est pas 6 mois, 1 an, c'est 5 ans. Oui, 5 ans de congé parental, de libre choix évidemment, si on n'a pas envie de les prendre, on ne les prend pas, mais que cette possibilité existe pour permettre de garder le lien avec son enfant quand il est dans sa plus petite enfance le plus longtemps possible. Ça fait partie effectivement des idées qui vont être qualifiées d'utopistes, d'irréalistes, mais qui au contraire pour nous s'inscrivent dans une forme de responsabilité. Nous sommes pour le respect du droit international et du droit international humanitaire, évidemment. Et puis nous sommes aussi pour dénoncer sans relâche toutes celles et tous ceux qui abîment les idées et les principes que je viens de citer. Alors, nous sommes des écologistes, parce qu'on pense qu'aucune pensée politique n'est intéressante si elle n'intègre pas la question du rapport que notre espèce entretient avec le vivant qui l'entoure, et si cette pensée politique ne prend pas comme postulat prioritaire que ce vivant qui nous entoure doit être protégé. Mais nous, on est des écologistes radicaux et antispécistes. Radicaux, ça veut dire qu'on ne s'accommode pas de la société actuelle pour la réformer aux marges. Nous, on veut une autre société. On croit à un modèle radicalement différent, où tout s'organise autrement. L'économie, l'éducation, la démocratie, le rapport au travail, au temps libre, je viens d'en parler, et puis bien sûr, notre rapport aux animaux non humains. Et c'est là que nous sommes antispécistes. Ça veut dire qu'on refuse de faire le tri entre les animaux pour décider arbitrairement lesquels méritent notre attention, lesquels doivent être protégés, puis ceux, en revanche, qui peuvent être traités comme des objets qu'on produit de manière industrielle. Des objets... Comme ces objets, évidemment, on peut les tuer, les torturer, ça ne pose pas de problème. Alors nous, on dit quelque chose d'assez simple, finalement. On dit qu'il faut accorder des droits essentiels à tous les animaux non humains sensibles. 4 droits essentiels. Le droit de ne pas être tué, donc de continuer à vivre, tout simplement. Le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être enfermé et le droit de ne pas être vendu. Ça veut dire quoi concrètement? Fin de l'élevage, fin de l'expérimentation animale, fin des zoos, fin des animaleries, fin de la chasse, abolition de la corrida. Alors, aux yeux de certains, ces positions vont nous faire passer pour des extrémistes. Non, non, non. Radicaux, oui. Extrémistes, certainement pas. On est simplement rationnel et cohérent. On n'est pas antispéciste par sensiblerie ou par une forme de croyance irrationnelle. Non, non, on est antispéciste parce qu'on est logique. On tire les conséquences des enseignements de la science. Les neurosciences, l'éthologie, la biologie, la génétique.
et notamment de toutes les découvertes récentes qu'on a faites dans ces domaines. Alors, la science nous dit quoi? Elle nous dit que les animaux qu'on élève pour les manger ont des caractéristiques de sensibilité et d'intelligence qui sont similaires à nos animaux dits de compagnie. Un chien et un cochon, alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, je n'apprends rien, puisque c'est un sujet que vous connaissez bien, mais comme je sais qu'il y a des gens qui découvrent aussi notre partie, qui ne sont pas forcément antispécistes dans cette salle aujourd'hui, c'est important qu'on s'arrête un petit peu sur ce point qui nous définit. Un chien et un cochon, par exemple, donc, éprouvent la douleur et la souffrance de la même manière. Ils ont tous les deux une expérience subjective au monde, ils sont mus tous les deux par le même vouloir vivre, c'est-à-dire que chaque journée, pour eux, est consacrée à la continuation d'eux-mêmes. La question de la mort ne leur est pas indifférente, pas du tout. Ça les préoccupe, ces animaux. Ils luttent pour ne pas mourir. Ils se nourrissent, ils travaillent à la poursuite d'eux-mêmes. Comme nous, exactement comme nous. Ils ont le même vouloir vivre que vous et moi. Alors dès lors, on se pose la question... Pardonnez-moi, c'est mal foutu le truc ici. Puisque ce que je viens de dire, on l'a compris pour des chiens et des chats, pourquoi on ne l'accepte pas pour des cochons, par exemple, alors qu'on sait que donc, ce sont des animaux qui ont les mêmes caractéristiques. La raison, c'est la raison. C'est pas la déraison, c'est la raison qui veut que si on décide de ne plus manger de chiens et chats, et ça je crois que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, donc on l'a décidé, si on prend cette décision, on ne peut pas s'arrêter là. On ne mange plus de cochons. On ne mange plus de vaches, on ne mange plus de poulet. Parce que, je viens de le dire, les cochons, ils éprouvent de la joie, de la douleur, de la tristesse, ils ont des émotions, et ainsi de suite. Virginia Marcus, qui doit être là, dans les parages, elle est là, Virginia. Salut Virginia. Elle a très bien expliqué ce matin. Elle a la chance, je la remercie d'ailleurs, parce que Virginia, c'est une fidèle de universités, elle est là chaque année, et elle sera là aussi l'année prochaine, j'espère. Tu reviendras, Virginia. Donc, tuer un cochon, alors qu'il n'est encore qu'un enfant, ce sont des enfants, hein, tous les animaux qu'on mange sont des enfants sur l'échelle de leur vie, ben, en fait, tuer un cochon pour le manger, c'est un acte barbare. Un acte barbare qui, en ce qui concerne le cochon, est reproduit 60 000 fois par jour en France. Alors être antispéciste, eh ben, c'est réintégrer pleinement l'humain à sa juste place dans la bibliothèque du vivant, c'est-à-dire parmi les animaux, et dans ces animaux, parmi les grands singes. Une fois qu'on acceptera de nous voir tels qu'on est vraiment, c'est-à-dire des primates habillés, qui jouent constamment à la guerre, mais dès qu'on aura compris ça, ben on aura franchi un grand pas pour forger un nouveau système politique. L'écologie qu'on prône, c'est une écologie qui n'est plus anthropocentrée. C'est une écologie qui arrête de considérer l'espèce humaine comme prioritaire sur toutes les autres. Non, on n'est pas prioritaire. Et pourquoi on n'est pas prioritaire? Parce que ceux qui décrètent qu'ils sont prioritaires s'autorisent toutes les violences, dans tous les domaines. L'écologie qu'on prône, donc, est une écologie de la modestie pour l'espèce humaine. Nous ne sommes qu'une espèce, parmi des millions, nous ne sommes qu'une minuscule partie de l'histoire du vivant, qui a démarré il y a environ 3,5 milliards d'années, et on ne doit notre position dominante qu'au hasard. Alors cette position dominante, on la constate, non pas espèce supérieure, attention, c'est pas la même chose, espèce dominante. Cette position dominante, il y a deux manières d'y réagir. Soit on l'utilise pour exploiter les dominés à notre profit, c'est ce qui se passe actuellement, soit on en déduit une responsabilité particulière, semblable à celle du parent sur l'enfant. Cette responsabilité particulière, c'est la responsabilité de protéger. Eh bien, nous le disons à la Rêve, on a la responsabilité de protéger le vivant qui nous entoure, qui nous permet nous-mêmes de vivre, parce que précisément, on a la possibilité et le pouvoir de le détruire. Et j'en arrive là à un point essentiel de l'écologie qu'on défend. Le vivant, selon nous, ne doit pas être protégé en raison de sa valeur utilitaire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être protégé en fonction de l'avantage qu'on peut en retirer, il doit être protégé parce qu'il possède une valeur intrinsèque. Un droit à vivre qui lui est inhérent, indépendamment du regard que l'humain porte sur lui et de l'intérêt qu'il lui trouve. Et cette valeur intrinsèque, elle concerne toutes les entités du vivant, évidemment, mais à commencer par les animaux. En clair, les vaches, les loups, les papillons, les araignées, les poissons, je le disais tout à l'heure, ils sont mus par le même vouloir vivre que vous et moi.
Et alors, qu'est-ce qui nous autorise, à faire cesser ces existences? C'est là la question qu'on doit se poser. Il faut donc laisser vivre le vivant qui veut vivre. C'est ça l'idée révolutionnaire qu'on porte. Et c'est une idée de laquelle découlent toutes les autres. Et c'est seulement en appliquant cette idée qu'on sortira de la barbarie. Parce que de ce principe simple découle un ensemble d'autres idées applicables en de nombreuses circonstances et qui sont la fondation d'un projet politique. Et je vais citer 3 de ces idées. Le refus de toute violence non obligée contre les humains et contre les non-humains. L'obligation de prendre soin de tout individu placé en situation de vulnérabilité. Le respect de la vie qui veut s'épanouir et qui a autant le droit de le faire que vous et moi. Alors on se rend compte que ces propositions, qui sont donc assez simples, sont arrêtées un modèle d'éthique qui permet de codifier un modèle de société humaine. Je vais m'arrêter un instant sur ce mot éthique parce qu'il est au cœur de notre projet politique. La cause principale de l'effondrement qui nous emporte actuellement, c'est l'absence d'éthique ou l'absence de morale, cette absence d'éthique ou l'absence de morale qui est propre au capitalisme moderne. Et cette absence de morale, cette absence d'éthique qui a gangréné tous les secteurs. Absence de morale de la part des entreprises qui contournent les règles pour enrichir les actionnaires, qui épuisent et qui appauvrissent les salariés. Absence de morale dans le capitalisme financier. Absence de morale chez CNews, Europe 1, le JDD, qui sont des robinets à fake news et à propagande raciste. Absence de morale de la part d'un président de la République qui constate que son camp politique a perdu les élections législatives et qui refuse de nommer un Premier ministre, un gouvernement qui sont issus du camp qui a gagné les élections et qui veut absolument laisser ses alliés au pouvoir. Absence de morale de la part de ce même gouvernement qui fait passer une réforme des retraites contre la volonté populaire en éliminant les députés du processus de validation. Absence de morale de ce gouvernement toujours qui réintroduit les néonicotinoïdes, qui favorise les mégabassines, les fermes-usines, qui relance le nucléaire. Absence de morale chez tellement d'individus qui font passer leur intérêt personnel avant tous les autres au prix de toutes les trahisons. Absence de morale de la part d'une grande partie du personnel politique qui est gangréné par l'enjeu des élections et par l'obsession du mandat et du pouvoir. Absence de morale, évidemment, pour toutes celles et tous ceux qui ont applaudi le génocide à Gaza, dans les médias, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui se sont tus, qui n'ont pas eu un mot. Alors aujourd'hui, depuis quelques mois, il y a une large majorité dans le monde, y compris en Occident, pour dénoncer enfin les exactions du gouvernement fasciste israélien et de son armée criminelle. Mais beaucoup trop de gens, à commencer par les gouvernements et les partis politiques, ont attendu très très longtemps pour commencer à s'émouvoir. Mais je voudrais insister vraiment sur la gravité de ce qui s'est passé. L'Occident, c'est-à-dire en gros l'Europe et les États-Unis, à l'exception de quelques pays comme l'Espagne ou l'Irlande, l'Occident donc a autorisé Israël à assassiner à son aise les Palestiniens pendant environ 1 an et demi avant de commencer à protester timidement. C'est-à-dire que l'Occident a fixé la jauge de son indignation à 50 000 morts officiels. L'Occident qui est complice, l'Occident qui est responsable du génocide à Gaza puisqu'il fournit les armes qui massacrent les Palestiniens. Alors j'ai eu le bilan, c'est 65 000 morts officiellement, mais probablement le double en réalité, d'après plusieurs études. 1000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza depuis mai en essayant de récupérer tout simplement de la nourriture auprès du système de distribution israélo-américain. Il y a un rapport des services de renseignement de l'armée israélienne qui ne devait pas sortir, mais qui a fuité et qui dit que 83% des victimes à Gaza sont des civils, qui n'ont aucune connexion avec le Hamas ou le djihad islamique, c'est-à-dire 5 morts sur 6. Le génocide est maintenant reconnu par quasiment tous les spécialistes mondiaux de l'histoire des génocides, à commencer par des historiens israéliens. La famine à Gaza a été reconnue hier par l'ONU. Ça concerne 500 000 personnes aujourd'hui là-bas. Le nettoyage ethnique est en cours. Gaza, mais la Cisjordanie également. Et puis vous le savez, la destruction là-bas de presque toutes les infrastructures de soins, d'éducation, d'eau, d'assainissement. Gaza, c'est vrai que j'en parle beaucoup, depuis 1 an et demi, depuis bientôt 2 ans. C'est un sujet essentiel pour nous à la Rêve. Pour nous, c'est le sujet le plus important. Le sujet.
Gaza, c'est le sujet le plus important parce que depuis 2 ans, on a assisté à quelque chose auquel je crois peu d'entre nous pensaient assister un jour. En tout cas, ceux qui ont un petit peu avancé dans leur vie. C'est-à-dire la faillite totale et absolue de l'humanité et la déchéance du droit international. Et à rebours de tout entendement, l'Occident a laissé faire. Alors on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs, vous savez, avec Pascal Boniface, avec Quentin Muller. On va essayer de comprendre la faillite morale de l'Occident. Ce sera après l'entretien qu'on aura avec Paul. Mais évidemment, on peut constater qu'un deux poids, deux mesures entre, par exemple, la situation de l'Ukraine. Traitement complètement différencié entre l'attention qui est accordée, de manière très très légitime évidemment, aux Ukrainiens, et puis le désintérêt total pour le sort des Palestiniens. Alors pourquoi ? Alors, j'en parlais tout à l'heure avec l'un d'entre vous qui est dans cette salle, qui s'appelle Anthony. Je lui dis, c'est intéressant ce point de vue, j'en parlerai tout à l'heure. Il me dit, est-ce que tu ne penses pas que finalement ce qui se passe là-bas, c'est une reproduction de la logique discriminatoire qu'on constate dans le spécisme, c'est-à-dire qu'on n'applique pas le même traitement en fonction des individus. Alors je lui dis, oui, c'est tout à fait exact. Sauf que ce qui se passe à Gaza, ça s'appelle simplement du racisme. L'antispécisme est aussi un racisme, évidemment. Donc c'est du racisme qui fait que nous allons avoir de l'intérêt pour des victimes qui sont blanches, qui sont chrétiennes, et qu'on va avoir un désintérêt total pour des victimes qui sont arabes et musulmanes. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il a été jusqu'à présent quasi impossible de parler des horreurs qui se passent à Gaza. Il y a bien sûr la crainte pour beaucoup de gens de se faire traiter d'antisémites. Je pense que beaucoup d'entre vous ici ont, dans leur entourage, manifesté leur indignation sur ce qui est en train de se passer à Gaza. Et que peut-être on leur a fait croire que leur position était quand même un petit peu embêtante, gênante, et qu'elle cachait peut-être des intentions qui n'étaient pas tout à fait nettes. On l'a tous connu. Bien sûr que non. Ceux qui dénoncent le génocide à Gaza ne sont pas antisémites et ne font pas monter l'antisémitisme. Absolument pas. Ceux qui font monter l'antisémitisme en ce moment sont des organisations comme le CRIF, une association comme Nous Vivrons, qui harcèle précisément toutes les personnes qui se positionnent pour défendre les droits des Palestiniens. C'est une personne médiatique comme Raphaël Enthoven, qui va écrire sur Twitter que tous les journalistes à Gaza sont des faux journalistes, qui sont tous des terroristes, ce qui sous-entend qu'il faut tous les éliminer, qu'il faut tous les tuer. Et ce sont évidemment tous les pseudo-experts qu'on a vu défiler sur les radios, les télévisions, dans les plateaux, pour à chaque fois prendre la défense de l'État fasciste israélien. C'est ça qui fait monter l'antisémitisme. C'est certainement pas le fait de s'insurger contre les génocides qui est en cours à Gaza actuellement. Et il est temps que les choses soient remises à leur place de ce côté-là. Et puis il y a une raison aussi qu'il faut nommer, qui est plus sensible, qui est le fait qu'il y a la spécificité de l'État juif. Et la culpabilité occidentale d'avoir laissé prospérer l'antisémitisme pendant des siècles et d'avoir permis une des pires horreurs de notre histoire, qui est le génocide des Juifs, qui est l'Holocauste. Et l'Occident, qui est responsable de cette situation, de cet antisémitisme, a essayé en quelque sorte de se laver sa culpabilité en transférant le problème au Proche-Orient et en inversant toutes les responsabilités. En disant, finalement, regardez, nous, ça y est, notre antisémitisme est derrière nous. On accorde aux Juifs un État, qu'ils se débrouillent. Cet État représentera l'innocence. Et les coupables, à présent, puisqu'il faut toujours des coupables, s'il y a des innocents, il faut des coupables. Les coupables, ce seront les Palestiniens. Et c'est eux qui paieront pour nos fautes. Alors ça, je ne suis pas tout seul à dire cela. C'est l'historienne Sophie Bessis qui l'explique très bien. Quand elle dit que c'est cette innocence que nous avons créée, cette innocence d'Israël, qui fait qu'aujourd'hui, critiquer ce pays est extrêmement compliqué. Mais il suffit d'écouter ce que nous ont dit les politiques depuis 2 ans.
il était alors ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. On ne peut pas exploiter la notion de génocide à des fins politiques. Jean-Noël Barrot, lorsque lui-même est devenu ministre des Affaires étrangères, retourner l'accusation de génocide contre le gouvernement d'un peuple qu'il a subi, c'est non seulement une faute morale, mais c'est également une faute juridique. Le chancelier allemand, notre histoire, notre responsabilité découlant de la Shoah nous impose le devoir permanent de défendre l'existence et la sécurité de l'État d'Israël. C'est cette responsabilité qui nous guide. Et vous savez quoi? Cette manière de voir les choses est en réalité un antisémitisme. Puisqu'une fois encore, les Juifs sont traités comme une exception. Ils ne peuvent pas être considérés tout simplement pour ce qu'ils font, mais ils sont sans cesse ramenés à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils sont censés être. C'est ça l'antisémitisme. Ça signifie que l'Occident, en accordant un statut d'impunité exceptionnelle à Israël, statut qu'il accorderait à aucun autre pays dans de telles circonstances, prouve qu'il n'est pas guéri de son antisémitisme, bien au contraire, puisqu'il le prolonge, cet antisémitisme, en lui donnant une nouvelle expression. Se battre pour dénoncer l'extermination des Palestiniens à Gaza, contre le nettoyage ethnique, en Cisjordanie également, je le rappelais, c'est un combat pour l'humanité dans ce qu'elle doit revendiquer de plus fondamental, à commencer par le caractère sacré de l'enfant. On ne s'en prend jamais à un enfant, jamais. Quelles que soient les circonstances, même avec l'excuse de la guerre. Et s'il est interdit de tuer un enfant, il est 20 000 fois interdit d'en tuer 20 000. C'est incroyable ce chiffre qui vient de résonner. 20 000 enfants. Je ne sais même pas si on arrive à réaliser ce que ça signifie. Lors des attaques terroristes du Hamas, qu'on a bien évidemment absolument condamnées, 37 enfants israéliens ont été tués. C'est une abomination. 20 000 enfants palestiniens, c'est 500 fois plus. 500 fois. C'est ça, le prix de la vengeance pour Israël? Et ce sont les enfants qui doivent payer en tuant 500 fois plus. C'est de la folie, c'est de la barbarie, ce sont des crimes, et les criminels devront être punis. À titre de comparaison, 20 000 enfants tués à Gaza, c'est comme si on en avait tué 280 000 en France. Comment ils ont été tués, ces enfants? Par des bombes, par des balles, des pires manières qui soient. Il y a également 35 000 blessés. Alors, les orphelins, bien sûr, j'allais en parler. 17 000 orphelins. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs deux parents. 22 000 enfants qui ont perdu un père ou une mère. Les enfants amputés. Des milliers d'enfants amputés, souvent à vif, sans anesthésiant. Chaque jour, il y a 10 enfants qui perdent une jambe ou les deux jambes à Gaza. Gaza compte désormais le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde. Et puis à la famille maintenant, et 80% des personnes qui meurent de faim sont des enfants ou des nourrissons. C'est le sujet. Il n'y a pas d'autre sujet qui dépasse celui-ci aujourd'hui. En réalité, je parle de 20 000 morts, 35 000 blessés parmi les enfants. Mais il y a 1 million d'enfants à Gaza. Et il y a 1 million de victimes parmi ces enfants. Il y a 1 million d'enfants traumatisés. Et je ne sais pas comment on peut se relever de ça, dans une vie d'enfant. D'avoir vu ses parents se faire tuer, ses amis. Je ne sais pas comment on fait quand on grandit au milieu des morts. Au milieu des décombres. Je ne sais pas comment on fait quand on a 4 ou 5 ans,
qu'on s'endort le soir en se demandant si on se réveillera le lendemain, quand on se prépare à 4 ou 5 ans à sa propre mort. À Gaza, il y a 1 million d'enfants qui vivent ça, qui s'en remettront jamais. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On refuse d'accueillir. On ferme les frontières. Pour les Gazaouis. C'est pour ça qu'on a dédié cette 3e édition de nos universités aux victimes de Gaza et aux enfants en particulier, parce qu'on pense que l'Occident ne se relèvera jamais tout à fait de son énorme faute morale à leur égard. Alors, cette question de Gaza nous pose aussi une question de notre efficacité et de l'intérêt de notre engagement politique. Parce qu'on peut constater aussi qu'il n'y a quasiment rien qui bouge. Oui, je le disais, aujourd'hui il y a des dénonciations officielles. Mais le Quai d'Orsay multiplie les communiqués où il se dit très offusqué. Il y en a des dizaines, et puis il ne se passe rien. Si on le voulait, le génocide se serait arrêté il y a très longtemps déjà. Il faut simplement une volonté politique. Elle n'est pas là. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de faire de la politique, d'être dans un parti politique? Quand on voit qu'on est bloqué à l'Assemblée nationale, quand on voit que le président ne respecte pas le résultat des urnes, quand on voit que les députés n'ont même plus le droit de voter, quand on voit que le droit international n'existe plus, est-ce que c'est intéressant d'être là? Oui. Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Peu importe le résultat. Face à l'injustice, quelles que soient les formes qu'elle prend, quels que soient les individus qu'elle touche, face à l'injustice, il y a une seule réponse possible, la résistance. La résistance qui entraîne la rébellion. La rébellion qui entraîne la révolution. Est-ce qu'individuellement on va gagner? Non. Je suis loin d'en être sûr. Mais il va se passer des choses après nous. Sinon, on ne gagne pas. Il y a des gens qui gagneront sur nos combats, dans quelques décennies, dans quelques siècles. La question n'est pas celle de notre victoire. La question, c'est celle de notre attitude. Et nous, c'est ça, notre programme à la Rêve, c'est ouvrir une voie. Merci beaucoup.